Origine du nom Europe. À travers cette vidéo, nous allons tenter de redécouvrir le cheminement de l'idée européenne afin que chacun puisse tirer parti des leçons du passé. L'objectif est de savoir d'où nous venons pour mieux comprendre où nous allons. Il faut remonter à l'Antiquité pour connaître l'origine du nom Europe. La tradition veut que ce soit celui d'un personnage mineur de la mythologie grecque. Fille du roi de Tyr, Agénor, Europe est enlevée par Zeus, le célèbre dieu grec métamorphosé en un sublime taureau. Par la suite, ils échouent sur l'île de Crète où ils donnent naissance à 3 fils, Minos, Rhadamante et Sarpédon. Dès cette époque, les Grecs ne se considèrent plus comme des barbares. Chaque cité est indépendante, notamment grâce aux changeurs de monnaie, nos banquiers d'aujourd'hui, installés sur la place du marché. L'Europe des conquêtes, du 9e au 19e siècle. À partir de 768, Charlemagne, fils de Pépin le Bref, est roi des Francs. Il est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800. À la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, l'empire carolingien est divisé en 3 royaumes par le traité de Verdun de 843 et partagé entre ses 3 fils, Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique. Si l'on suit sur une carte l'évolution du Saint-Empire, on peut constater que ses frontières vont bouger, ses territoires se morceler. En 1250, la révolution commerciale en Europe médiévale atteint son apogée. En même temps, en Italie, des conflits se succèdent entre les Guelfes et les Gibelins. En Angleterre, les barons anglais se révoltent contre le roi Henri III. Au Danemark, c'est la crise entre l'Église et la royauté. La Pologne est divisée en 12 duchés. Entre 1250 et 1290, les derniers peuples baltes tentent encore de résister aux chevaliers teutoniques. Une partie se soumet, tandis que l'autre se réfugie en Lituanie. En Russie, c'est la création de diocèses. En France, c'est la fin des grands défrichements sur le territoire. À la fin du XIVe siècle, les frontières de la Pologne sont repoussées vers l'est. La Lituanie prend un nouvel essor. On aperçoit alors que tous les pays au sud-est de l'Europe sont morcelés. Face au danger turc, le pape Pie II prône l'union de la Respublica Christiana. Le 25 septembre 1453, il écrit à l'ambassadeur de Sienne à Venise. Chacun voulant le pouvoir séparément, nous allons tous perdre l'Empire. Soucieux de nos intérêts personnels, nous n'avons cure de la chose publique et restons soumis à des passions privées. En 1458, il rédigera un texte nommé De Europa, dans lequel l'Europe se trouve décrite comme un vaste ensemble humain et historique, non plus seulement géographique. À la fin du XVe siècle, en pleine Renaissance, un courant culturel européen nommé humanisme naît en Italie. Le néerlandais Erasme, militant pour la paix en Europe, proclame dans la Querella Pacis « Le monde entier est notre patrie à tous ». C'est en mémoire de ce philosophe que le programme d'échange européen pour les étudiants et les enseignants créé en 1987 est appelé Erasmus. Du XVe siècle au début du XVIIe, c'est l'époque des grandes découvertes.
Durant cette période, les Européens se livrent à l'exploration intensive de la Terre. Ils cartographient la planète et établissent des contacts directs avec l'Afrique, les Amériques, l'Asie et l'Océanie, marquant le début de la colonisation. L'âge des découvertes, qui constitue un pont entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, montre une Europe certes divisée, ravagée par des guerres fratricides, mais ne cessant de penser à l'union. En 1519, Charles de Habsbourg, connu sous le nom de Charles Quint, est élu empereur germanique. Son rêve est d'unifier la chrétienté. Polyglotte, il aime répéter cette boutade. J'ai appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour parler à ma mère, l'anglais pour parler à ma tante, l'allemand pour parler à mes amis et le français pour me parler à moi-même. Au XVIe siècle, le moine allemand Martin Luther fonde le mouvement réformateur du protestantisme. L'Europe démocratique et pluraliste lui doit cette puissance d'affirmation, alors sans précédent, des droits de la conscience, de la liberté de religion et d'opinion. Une génération plus tard, il sera suivi par Jean Calvin. L'imprimerie, technique importée d'Asie par Gutenberg au siècle précédent, favorise la diffusion des principaux écrits des animateurs de la Réforme. Née dans l'espace germanophone, celle-ci ne s'arrête pas aux frontières linguistiques. Parmi les penseurs du début du XVIIe siècle, le juriste allemand Johannes Althusius est le théoricien de la subsidiarité. Il s'agit d'un principe fondamental du lien fédéral. Il sera institué par Jacques Delors durant son mandat de président de la Commission européenne entre 1985 et 1994. Les traités de Westphalie mettent un terme, le 24 octobre 1648, à la guerre de 30 ans et la guerre de 80 ans. Ces traités sont à la base du système westphalien, expression utilisée pour désigner le système international spécifique mis en place de façon durable entre les gouvernements. En 1750, la France prend la forme que nous lui connaissons. L'Autriche reconquiert les territoires hongrois du Sud-Est. La Russie annexe l'Ukraine et repousse les frontières de la Pologne. Celles du Saint-Empire sont déplacées vers le nord, tandis que, plus au nord encore, les territoires lapons sont repris par la Norvège, la Suède et la Russie. Voyez les frontières de l'Empire ottoman. Il a aspiré la Hongrie et n'arrivant plus à progresser vers le nord, il s'étend vers le sud, notamment en Égypte. Dans son projet de paix perpétuelle rédigé en 1761 et publié en 1782, l'abbé Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre prévoit un Sénat européen composé de 40 représentants siégeant soit à Strasbourg, soit à Dijon. De leur côté, les 18 souverains européens sont censés conclure un traité d'union. À l'époque du siècle des Lumières, jamais l'idée européenne ne s'impose avec autant de force. Jean-Jacques Rousseau, l'écrivain genevois, le dit ouvertement. Il n'y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemands, d'Espagnols, d'Anglais même. Il n'y a plus que des Européens. Tous ont les mêmes goûts, les mêmes passions, les mêmes mœurs. Le réformateur éclairé britannique Jeremy Bentham souhaite que les mécanismes du marché européen participent à la pacification et l'unification du continent. En 1788, il propose la création d'une assemblée internationale capable de promouvoir une presse libre, le libre-échange commercial et même le désarmement. La Révolution française, qui éclate en 1789, est un tournant pour les droits de l'homme et du citoyen. À compter du XIXe siècle, l'Europe entre dans l'époque contemporaine.
En 1814, Germaine de Staël, romancière essayiste d'origine genevoise, écrit dans son ouvrage de l'Allemagne: « Il faut, dans nos temps modernes, avoir l'esprit européen. » 1815 est l'année du Congrès de Vienne en Autriche. Le comte Henri de Saint-Simon s'exprime en ces termes: « L'Europe aurait la meilleure organisation possible si toutes les nations qu'elle renferme, étant gouvernées chacune par un parlement, reconnaissaient la suprématie d'un parlement général, placé au-dessus de tous les gouvernements nationaux et investi du pouvoir de juger les différends. » En 1831, l'Italien Giuseppe Mazzini déclare: « La constitution des unités nationales est le présage de la grande fédération européenne qui doit unir dans une seule association toutes les familles de l'Ancien Monde. » Quant à Karl Marx, en 1846, voici ce qu'il dit: « Les chimères d'une paix perpétuelle sous une organisation politique sont devenues grotesques. Le prolétariat qui s'éveille peut seul permettre aux nations de fraterniser. » Il décline alors toute perspective d'Union européenne. L'année 1848 voit une floraison de révolutions à travers l'Europe, appelée dans leur ensemble le Printemps des peuples. En 1849, au Congrès de la paix à Paris, Victor Hugo déclare: « Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Vous aurez bien encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes? Vous mettrez une petite boîte en sapin que vous appellerez l'urne du scrutin. Là finit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes, vivez en paix. » Les printemps perdus. Après 1870, de nouveaux problèmes apparaissent dans une Europe divisée. Les minorités nationales affirment de plus en plus leur volonté d'indépendance. Si le Congrès de Berlin en 1878 consacre le déclin de l'Empire ottoman et la naissance de nouveaux pays dans les Balkans, les peuples soumis demeurent nombreux. Irlandais, Alsaciens-Lorrains, Polonais, Baltes et Finlandais en Russie, Tchèques, Slovaques, Roumains ou Slaves du Sud en Autriche-Hongrie. Un peu partout en Europe, le sentiment national se transforme en nationalisme, désir passionnel de renforcer la puissance de sa patrie. Dans les années 1880, cette volonté d'expansion pousse les grands pays européens à la conquête de colonies, mais débouche ensuite sur des tensions très vives.
Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, la conférence de Berlin réunit 13 pays européens avec les États-Unis d'Amérique afin de mettre fin aux rivalités entre les nations européennes engagées dans la conquête territoriale de l'Afrique. À la fin du XIXe siècle, Friedrich Nietzsche, philosophe et critique littéraire allemand, annonce le déclin de l'Europe, mais aussi son relèvement. Il la souhaite unie et forte, exempte de toute idéologie chrétienne, égalitaire ou nationaliste. En 1912, parlant de la situation en Europe, le philosophe français Georges Sorel ose lancer « L'Europe, ce cimetière, est peuplé par des peuples qui chantent avant d'aller s'entretuer. Les Français et les Allemands chanteront bientôt. » La Première Guerre mondiale est déclenchée les 3 et 4 août 1914. Sans doute avez-vous entendu parler de la trêve de Noël 1914. Voici une autre anecdote significative. En 1916, des soldats allemands du 2e régiment de réserve de hussards, cantonnés dans la ferme Boulanger à Tumeréville en Lorraine, ont déposé dans une bouteille, cachée dans le plafond de leur mansarde, un message de paix adressé aux générations futures. En désaccord avec les dirigeants et les puissants, ces soldats veulent laisser à leurs enfants et petits-enfants le message intitulé « Europe unie, utopie ou possible Éden » qui se termine ainsi. Dans l'espoir d'un accomplissement du fait que nous sommes tous frères. Salut à toi, l'inconnu, qui découvre ces lignes. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 à Paris, met un terme à cette guerre sanglante. Il redessine l'Europe sur le principe des nationalités. Il préfigure la création de la Société des Nations en 1920 et institue des sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés. Johanna Gierowska-Kalor, spécialiste des archives lituaniennes et polonaises, écrira en 2004 « Le général Piłsudski, homme d'État de la Deuxième République de Pologne, artisan de l'indépendance et de la souveraineté retrouvée de la Pologne libre, constitutionnelle et démocratique, avait la vision dès 1920 d'un État fédéral avec des cantons, la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine. Une grande fédération allant de la Roumanie à la Lettonie. Si cette idée avait pu se réaliser, elle aurait préfiguré une Union européenne du centre-est avec la Pologne comme principal modérateur. En novembre 1922, l'homme politique austro-hongrois Richard de Coudenhove-Kalergi crée le mouvement de la Pan-Europe. Dans son manifeste publié en 1923, il préconise la création d'une union des États européens, union qui lui semble le seul moyen d'éviter que ne se reproduise la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Cette année-là, alors que l'Allemagne se trouve incapable de payer les réparations de guerre, les troupes françaises d'occupation envahissent la Ruhr. Toute la production industrielle de l'Europe s'en trouve perturbée. La haine de la France éclate en Allemagne plus violente que jamais. Même période, autre combat. Les Européens se mobilisent pour une réconciliation franco-allemande. Le 16 octobre 1925, Aristide Briand, ministre français des Affaires étrangères, signe avec Gustav Stresemann, son homologue allemand, le traité de Locarno, qui garantit les frontières entre la France, l'Allemagne et la Belgique et établit un pacte d'assistance mutuelle. Ce traité permet par la suite de rompre l'isolement de l'Allemagne sur le plan international et de l'intégrer dans la Société des Nations en 1926. La même année, les deux hommes reçoivent le prix Nobel de la paix pour leur projet d'une fédération européenne. Dans son discours pour la remise du prix,
Le diplomate norvégien Fridtjof Nansen souligne le découragement qui paralyse les citoyens de toutes les nations européennes. Parler de la prochaine guerre devient de plus en plus courant. En 1936, Hermann Brill, dernier président du groupe social-démocrate au Parlement de Thuringe, et le journaliste Otto Brass, ancien député communiste au Reichstag, publient une proposition visant à un rapprochement entre la France et l'Allemagne pour parvenir à une paix durable. Malgré cet effort et bien d'autres, la Seconde Guerre mondiale éclate le 1er septembre 1939. Dès 1941, dans les prisons fascistes sur l'île italienne de Ventotene, 2 prisonniers politiques, Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, rédigent avec quelques compagnons d'infortune le premier document significatif pour la quête d'une Europe nouvelle. Intitulé le Manifeste de Ventotene, ils le diffusent clandestinement. Des exemplaires parviennent en France, en Suisse et en Grande-Bretagne. Ce manifeste refuse les compromis des États nationaux souverains qui ont fait leur temps. Pour ces auteurs, le seul moyen de sauver la civilisation européenne consiste à retirer aux États une part consistante de souveraineté et de calquer les États-Unis d'Europe sur le modèle américain. L'homme d'État luxembourgeois Joseph Bech souligne en 1942 : L'avenir de l'Europe dépend de sa volonté d'organiser une union des nations dans laquelle chacune doit être d'accord de sacrifier une partie de son indépendance. L'Allemagne ne peut pas être exclue de la communauté européenne. La même année, Robert Schuman, homme politique français, en résidence surveillée à Neustadt en Allemagne, dit à son ami maître Georges Ditsch, avocat à Thionville: Il ne saurait être question de perpétuer la haine et nos ressentiments à l'encontre des Allemands. Il faudra imaginer avec nos alliés des structures rendant impossible le retour de tels cataclysmes. Les solutions ne pourront être trouvées que dans le cadre d'une Europe unifiée. De son côté, Jean Monnet, alors à Alger pour négocier la création du Comité français de libération nationale, écrit le 5 août 1943. La fin de la guerre approche. Les Alliés vont la gagner. En 1918, nous avons gagné la guerre. En 1919, nous avons perdu la paix. La paix n'a pas établi une solidarité dans l'égalité entre vainqueurs et vaincus. Elle a consacré les rapports de force nés de l'arbitrage des armes. Du 4 au 11 février 1945, la conférence de Yalta réunit en grand secret les chefs de gouvernement du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union soviétique dans le but d'adopter une stratégie pour hâter la fin de la guerre et régler le sort de l'Europe. L'absence de la France est très remarquée. C'est au milieu du repas que l'on apporte les documents définitifs aux fins de signature. On repousse verres et assiettes, on époussette quelques miettes. C'est entre caviar et roast-beef que sont finalement signés les accords de Yalta, dont dépend le sort de millions d'êtres humains. Dès cet instant, malgré les aspirations de ces peuples, l'Europe se trouve coupée en deux, formant 2 blocs rigides, l'un sous le contrôle de l'URSS et le second placé sous la protection des États-Unis. C'est l'amorce de la guerre froide.
L'Europe des consensus. « 1945. Profondément choqués par la Seconde Guerre mondiale, les Européens doivent s'atteler à la reconstruction matérielle et morale de leur continent. Le 19 septembre 1946, Winston Churchill prononce, à l'Université de Zurich, un discours dans lequel il invite les pays européens à constituer les États-Unis d'Europe. Le leader conservateur anglais pose la réconciliation franco-allemande et la création d'une organisation européenne comme condition à la paix et à la liberté sur le continent. En avril de la même année, une centaine de familles suisses se mobilisent pour transformer un ancien palace de leur pays en centre de rencontre et le mettre au service de la réconciliation pour contribuer à construire la paix. 3113 Allemands et 1983 Français s'y retrouvent entre 1946 et 1950. Cette initiative, avec des centaines d'autres, prises à titre individuel ou collectivement, constitue le terreau humain sans lequel, selon Robert Schuman, les hommes politiques n'auraient pas pu accomplir leurs tâches. Écoutons 2 témoignages. Et nous sommes allés peu de temps après à Berlin par le pont aérien. Et un jour, mon mari et moi, nous nous sommes trouvés dans un de ces avions. Berlin était une montagne de ruines. J'avais été très frappée de voir la vie des femmes de Berlin. La plupart avaient été violées par les troupes mongoles, avaient des bébés qu'elles n'avaient pas voulu. Et pour pouvoir nourrir ces enfants, elles ramassaient les ruines de Berlin avec leurs mains. Jamais, croyez-moi, chers amis, je n'ai eu autant honte de ma vie. Jamais. Parce que la misère que je voyais sous mes yeux, moi, dans mon cœur, je l'avais souhaité pour eux. Et alors, un jour, j'ai décidé de parler à ces femmes. Elles sont arrivées, des mouchoirs comme ça sur la tête, absolument effrayées parce que disant, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Elles s'approchaient comme ça, doucement, puis j'avais toutes ces femmes comme ça devant moi. Et puis je leur ai demandé pardon. Et je leur ai dit, je vous jure 3 fois, je vous jure que je mettrai le reste de ma vie pour que jamais plus dans le monde les misères que vous vivez soient possibles, nulle part. À ce moment-là, elles ont commencé à relever la tête, comme ça lentement, et à me regarder. J'ai lu dans leurs yeux qu'elles croyaient que je ferais ce que je disais. Et si par hasard, parce que je n'ai plus 20 ans, je suis ou fatiguée ou comme ça, je n'ai qu'à me rappeler le regard des femmes de Berlin pour me donner la force de continuer. Parce que quand on a vu ça, on ne peut pas jamais oublier. Je me souviens qu'à quelques-uns, nous nous étions dit à l'avance, si elle nous parle de tout ce que la France a subi, eh bien nous aussi, nous aurons 1 ou 2 choses pas très belles à lui dire sur les Français. Et cela a tourné tout autrement, car elle nous a tendu la main. Sa sincérité et sa grandeur d'âme nous ont fait rentrer en nous-mêmes, et nous avons eu honte de l'aveuglement qui, en chaque Allemand,
en chacun d'entre nous, a rendu Hitler possible. Par la suite, et c'est maintenant une page d'histoire, Madame Laure, qui était secrétaire des femmes socialistes de France, est venue en Allemagne. Ce n'était pas encore la République fédérale, mais il y avait déjà les parlements provinciaux, et elle y a pris la parole. Il est difficile aujourd'hui de se représenter l'écho et l'élan de reconnaissance qu'elle a éveillé dans le peuple allemand. Nous avons parcouru l'Allemagne comme on laboure un champ, en passant partout. Et partout, j'ai demandé pardon pour ma haine. 1948, à La Haye. Du 7 au 10 mai, le Comité international de coordination des mouvements pour l'Europe unie rassemble 800 délégués de 19 pays. Denis de Rougemont, écrivain suisse, y déclare « Tous ensemble, demain, nous pouvons édifier la plus grande formation politique et le plus vaste empire économique de notre temps. Jamais l'histoire du monde n'aura connu un si puissant rassemblement d'hommes libres. Jamais la guerre, la peur et la misère n'auront été mises en échec par un plus formidable adversaire. » Il lance plusieurs appels, dont un pour l'adoption d'une charte des droits fondamentaux et la création d'une Cour suprême. 3 mois plus tard, le ministre français des Affaires étrangères, Georges Bidault, propose la création d'une assemblée parlementaire européenne. Devenue réalité à Strasbourg avec 10 pays en mai 1949, le Conseil de l'Europe, qui compte aujourd'hui 47 pays, est articulé autour de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Conférence des organisations non gouvernementales. 1949. La conférence de Washington du mois d'avril redonne à l'Allemagne une existence politique. Konrad Adenauer est élu chancelier aux élections législatives du 15 août 1949. Le 15 septembre, à Washington, les ministres des Affaires étrangères américains Dean Acheson et anglais Ernest Bevin demandent à Robert Schuman, qui connaît fort bien les affaires allemandes, de définir les grandes lignes de la politique commune à suivre vis-à-vis de l'Allemagne. La dissolution de l'autorité internationale gérant le bassin de la Ruhr est arrêtée le 10 mai 1950. 1950, le 17 janvier, Adenauer demande une garantie de sécurité aux Occidentaux. Le 7 mars, dans une interview, le chancelier Adenauer exprime l'idée qu'une union entre la France et l'Allemagne donnerait une nouvelle impulsion à l'Europe, que son influence psychologique et matérielle serait considérable. Le 16 mars, Churchill propose devant la Chambre des communes à Londres la création d'un contingent allemand au sein d'une armée européenne. Le général de Gaulle, de son côté, répond ainsi à Adenauer dans une interview. On serait presque ébloui par la perspective de ce que pourraient donner ensemble la valeur allemande et la valeur française, celle-ci prolongée par l'Afrique. En somme, ce serait reprendre sur des bases modernes l'entreprise de Charlemagne. Le 29 avril, Bernard Clapier, directeur de cabinet de Robert Schuman, remet à ce dernier une note de Jean Monnet qui allait bouleverser tous les schémas de la diplomatie classique. 3 jours après, M. Schuman me téléphonait qu'il était d'accord. Il n'a pas vu le charbon à l'acier. Il a compris que le charbon à l'acier était un moyen qu'on utilisait, mais il a vu que c'était le moyen d'établir entre la France et l'Allemagne des relations qui n'avaient pas existé toujours, et d'effacer cette querelle sinistre qui avait ensanglanté l'Europe. Après avoir répondu « J'en fais mon affaire », Schuman déclare le 9 mai 1950. Faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie,
La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Ce jour-là, à Londres, le néerlandais Max Konstam prépare une réunion des ministres des Affaires étrangères. En lisant le texte de la déclaration Schuman dans le Times, il se sent comme frappé par la foudre, sitôt convaincu que c'est là la réponse, non seulement à un cercle vicieux d'ordre économique, mais aussi au cercle vicieux éthique. 2 fois dans ma vie, nous nous étions infligés de terribles cruautés. Nous ne pouvions pas continuer ainsi. Également enthousiasmé, le chancelier Adenauer écrit à Schuman « Je serais heureux si ces idées que je porte en moi depuis 1925 deviennent réalité. » 11 mois plus tard, 6 pays signent le traité. Et la haute autorité entre en fonction, présidée par Jean Monnet. Le marché unique du charbon et de l'acier devient une réalité sur tout le territoire de la communauté. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en Union soviétique. Notre communauté du charbon et de l'acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe. Je dirais que je me suis attelé à un domaine qui était un domaine à la base des guerres. Je me suis rendu compte que les luttes pour l'hégémonie visant à mettre ensemble le charbon allemand et le minerai de fer français, luxembourgeois, etc., étaient répétitives, qu'il existait une interdépendance de fond qui avait été importante dans les conflits entre les Français et les Allemands en 1870-71, en 14-18, au traité de Versailles, etc. Le 27 juin 1954, l'homme d'État italien Alcide de Gasperi souligne « La communauté européenne est avant tout une paix assurée entre la France et l'Allemagne. Cela signifie l'ouverture d'un marché commun du travail et l'accès progressif aux ressources communes. Cela signifie aussi que si ce n'est la fin, c'est tout du moins le recul des égoïsmes nationaux. » Les 14 et 15 septembre 1958, le général de Gaulle reçoit le chancelier Adenauer dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises pour des entretiens privés. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le rideau de fer tombe sur Berlin. Au printemps 1962, le général de Gaulle invite officiellement le chancelier Adenauer en France. En septembre de la même année, Adenauer fait de même envers de Gaulle. Ce dernier s'adresse à la jeunesse allemande depuis la ville de Ludwigsburg. Und Sie alle beglückwünsche ich. Ich beglückwünsche ich zunächst, jung zu sein. Man braucht ja nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten, die Kraft ihrer Kundgebungen zu hören und bei einem jeden von ihnen die Leidenschaftlichkeit und in ihrer Gruppe den gesamten
Umsprung mit zu erleben, überzeugt zu sein, dass diese Begeisterung Sie zu den Meistern des Lebens und der Zukunft auserkoren hat. Le 22 janvier 1963, le traité de l'Élysée, traité bilatéral d'amitié entre la République fédérale allemande et la République française, est signé au palais de l'Élysée entre le chancelier Konrad Adenauer et le président Charles de Gaulle. Il confirme la relation de confiance qui s'est instaurée entre les anciens ennemis héréditaires. L'Office franco-allemand à la jeunesse, OFAGE, est créé dès 1963 en vertu du traité de l'Élysée. Il subventionnera plus de 250 000 rencontres et permettra à environ 7,5 millions de jeunes de découvrir leurs voisins. Dans son livre « Pour l'Europe », publié post-mortem la même année, Robert Schuman reprend « Nous devons faire l'Europe non seulement dans l'intérêt des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y accueillir les peuples de l'Est, qui, délivrés des suggestions qu'ils ont subies jusqu'à présent, nous demanderaient leur adhésion et notre appui moral. Nous leur devons une Europe unie et fraternelle. Notre devoir est d'être prêts. » 1968, Jean Rey, homme politique belge, président de la Commission européenne de 1967 à 1970, dit ouvertement « Les querelles politiques qui divisent actuellement la communauté européenne, les divergences de vues qui la séparent de ses voisins européens, ne doivent pas faire oublier à l'Europe l'étendue de ses responsabilités pour une meilleure organisation du monde. » Rappelons que la déclaration Schuman inclut les relations avec le monde. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. Le 28 février 1975, la communauté signe à Lomé un accord de coopération financière, commerciale et technique avec 44 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cet accord sera renouvelé à 3 reprises et inclura pas moins de 70 pays en prenant en compte leur dimension sociale et culturelle suite à des réunions informelles basées à Enscherange au Luxembourg à l'initiative du sénateur italien Giovanni Bersani. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est renversé sous la pression populaire. C'est un tournant dans l'histoire. Le 8 mars 1994, dans son discours au Parlement européen, le président de la République tchèque Václav Havel suggère l'élaboration d'une charte définissant clairement les idées majeures de l'Union, sa signification et les valeurs qu'elle se propose d'incarner. Il faut faire comprendre à tous qu'il s'agit d'une voie conduisant à l'intégration de notre continent. En 2005, Bronisław Geremek, ancien ministre des Affaires étrangères de la Troisième République polonaise, évalue ainsi la situation en Europe. 1989, Annus Mirabilis a brisé les murs et rendu possible l'unification politique et économique de l'Europe. Mais un rideau d'ignorance n'a cessé d'y séparer l'Est de l'Ouest. L'élargissement de l'Union européenne en 2004 a entraîné la prise de conscience des différences plutôt qu'une curiosité réciproque et des retrouvailles heureuses. Comment décrire le cheminement des esprits qui a conduit vers ce changement d'espérance survenu en Europe dans la seconde moitié du XXe siècle? Catherine Guisan, maître de conférence, le définit ainsi dans son ouvrage « Un sens à l'Europe ». Ce processus découle d'une mentalité élargie ou des cœurs intelligents.
Chacun à sa manière, selon ses racines culturelles ou spirituelles, a cherché peu à peu à se tourner vers l'autre, à tenir compte de ses aspirations, de son histoire, de sa souffrance, de sa mentalité pour s'attaquer ensemble à la tâche de construire une Europe réconciliée avec elle-même, non pour elle-même, mais pour le bénéfice de la paix dans le monde. Tourner la page, croire en l'Europe, mais ne pas oublier, afin d'appliquer la devise « Plus jamais ça », c'est d'ailleurs dans cet esprit que 15 jeunes venus d'Ukraine, de Pologne, des Pays-Bas, de Roumanie, de Moldavie et de Biélorussie, invités de l'association Initiative et Changement, ont entrepris une semaine d'études sur les traces de l'histoire dans notre chère Lorraine et ont tenu à participer à notre cérémonie afin de rendre hommage ainsi à toutes les victimes européennes tombées à Elzange en 1944. Écoutons un de ces jeunes. De vous montrer la peur et l'espoir, la peur de tous ces terribles événements qui se sont passés dans tous nos pays et l'espoir que cela ne se reproduira jamais. Notre groupe est ici en Lorraine pour rajouter une goutte d'eau à l'effort pour construire la paix en Europe.